OK, alors on poursuit. On a un sujet important, 7.15, 7.16, qui cause difficulté historiquement un peu aux étudiants. Des règles très fréquentes qui concernent les transferts d'immobilisation entre personnes liées. À la fin, ou en tout cas, je vais vous donner le numéro de page. Là, il y a un sommaire que j'illustre sur un autre écran. Ce sommaire-là, on le retrouve à la page... laissez-moi voir. Je vais beaucoup me servir de ce sommaire-là comme pour illustrer la différence entre ces quatre règles-là à la page 281. Donc, le sommaire que j'affiche à l'écran, vous le retrouvez à la page 281. Donc, je vous mets en contexte. Le point 7.15, c'est l'idée de dire comment on va traiter au niveau fiscal le fait que quelqu'un vende une immobilisation. Jusque-là, ça va. Vendre une immobilisation, un calcul de gain capital qui va en découler, on devine bien, mais la particularité étant que la vente se fait à une personne liée. Donc, y a-t-il une particulier? C'est une chose de vendre ta bâtisse, là, on comprend qu'il y a un calcul ou ton terrain, il y a un calcul de gain ou de perte en capital évident. Qu'en est-il quand un père vend la bâtisse à sa fille? Ou à son fils, ou à sa femme, à sa conjointe? Donc, c'est toute cette question-là de transfert d'immobilisation entre personnes liées qu'on va regarder. Avant même de parler des particularités fiscales, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi le fisc s'intéresse tant au transfert d'immobilisation à l'intérieur de personnes liées, à l'intérieur de familles, disons? Qu'est-ce qu'il y a d'évident dans ce genre de transaction-là? Pardon? Ben, je ne parle pas justement d'un immeuble, ça pourrait être n'importe quelle immobilisation, ça pourrait être une voiture, ça pourrait être un terrain, ça pourrait être n'importe quoi. Vous dites, monsieur en arrière? Puis pourquoi quelqu'un ferait ça? Donc, vous avez tout à fait raison. Ce qui est évident dans une transaction de personnes liées, là, c'est qu'elle ne se fera pas à juste valeur marchande. C'est assez évident. Savez-vous pourquoi? Parce que la juste valeur marchande, c'est justement défini comme étant le contraire. La juste valeur marchande, c'est justement défini comme étant le prix de transaction auquel deux étrangers, après dure négociation et libres de toute contrainte, arrivent à transiger. Si on définit la juste valeur marchande comme ça, qui est pas mal une définition acceptée par la communauté, voyez, venez me dire qu'un père va transiger à juste valeur marchande avec sa fille. Négociation entre personnes, négociation serrée entre deux individus qui ont des objectifs opposés. Il faut que le vendeur veuille vendre le plus cher possible. Il faut que l'acheteur veuille acheter le moins cher possible. Puis là, ça négocie. C'est là qu'on arrive au prix qui reflète le mieux la juste valeur marchande. C'est clair qu'il n'y a pas ce contexte-là dans une transaction, dans une famille. Il n'y a pas de négociation. C'est pas vrai que chacun a des intérêts opposés. C'est pas vrai qu'un père veut vendre le plus cher possible à sa fille. C'est pas vrai. C'est sûr. Donc, le fisc est très attentif à ces transactions-là parce qu'il est persuadé, ou il y a des gros risques, que la transaction ne se fasse pas à la juste valeur marchande. Et le message qu'on lance aux gens, c'est vous devez transiger à la juste valeur marchande. Dans une famille, quand vous transigez, vous devez faire la transaction à la juste valeur marchande, sans quoi il y a des effets très pénalisants. Donc, on va aller voir toutes ces règles-là, mais c'est ça l'esprit. C'est de forcer les gens à transiger toujours à un prix de transaction juste, même à l'intérieur d'une famille, chose qui n'est pas toujours facile. Sinon, les conséquences sont assez... il y a des lourdes conséquences à ça. Donc, le tableau que je vous montrais ici, je l'ai tourné de côté, là. Donc, 7.14, c'est la ligne qui est en grise ici. Comment on traite les transactions de notre vivant, si on veut, là, avec les membres de notre famille? Parce que c'est par opposition au point suivant qui seront les transferts au décès. Mais j'en reparlerai tantôt. Donc là, dans un contexte où tout le monde est en vie, puis un papa vend un bien à sa fille, ou un frère vend un bien à sa fille, ou n'importe quoi, une transaction dans la famille, on est dans la ligne grise. Il y a deux colonnes, parce que les règles ne sont pas les mêmes dépendamment avec qui tu transiges. Est-ce que tu transiges avec ton conjoint ou avec une autre personne que le conjoint? Ce ne sera pas les mêmes règles. Donc, on a 4 cases à étudier. 1, 2, 3, 4. Je peux bien vous demander dans quel ordre voulez-vous les faire. Il va falloir voir les 4. Il va falloir voir les 4 situations où, 1, on transige de notre vivant, ou 2, on transige au décès. On en reparlera. Et avec qui on transige? Colonne 1, je transige avec mon conjoint. Colonne 2, je transige avec une autre personne liée qui n'est pas mon conjoint.
Donc, on entend par là un frère, une sœur, un enfant, peu importe. Donc, on va commencer par ici. Je vais les numéroter. On va commencer par traiter du transfert avec une personne liée qui n'est pas le conjoint. Dans la case grise, la règle est résumée. Ça ne donne rien mais on va aller la voir en détail. Donc, la première chose qu'on va traiter, c'est les transactions qui se font avec une personne liée, mais qui n'est pas le conjoint. Donc, on a ça ici. Je vais mettre le numéro. Numéro 1. La règle dit il faut que les gens transigent à la juste valeur marchande. D'accord? Et s'ils ne le font pas, il y a un correctif qui va s'appliquer et ça va être pénalisant. Il y a 3 correctifs possibles ici. Ah, hop, pardon. C'est bien gros, ça. A. Finalement, il y a 3 situations possibles. B, puis à la page suivante, C. Les 3 situations possibles, prenez l'exemple d'un papa qui transige avec sa fille. Mais il y en a qui sont plus probables, mais les 3 situations possibles, disons qu'il y en a 4. La première situation possible, c'est les gens transigent correctement à la juste valeur marchande. Donc, c'est première possibilité. J'ai comme mon. Qu'est-ce qu'il y a avant A? Avant. Donc, première possibilité, papa et fille transigent vraiment à la bonne juste valeur marchande. Donc, ça veut dire que si un père vend un terrain à sa fille, le père vraiment se tourne là, puis dit si je le vendais sur le marché, ce terrain-là, je le vendrais combien? Puis là, vraiment, là, il se fait aider par des spécialistes, puis on s'entend que le terrain, là, négocié serré, là, il réussirait à le vendre 18 000. Ben, vends-le 18 000 à ta fille. Si tu fais ça, t'es correct. Il n'aura pas de problème. Malheureusement, ça n'arrive pas souvent. Deuxième possibilité, tu pourrais vendre trop cher. Troisième possibilité, tu pourrais vendre pas assez cher. Puis quatrième possibilité, tu pourrais le donner. Donc, on va voir les conséquences, fiscales reliées à tout ça. Donc, premièrement, si tu vends le bon prix, il ne va rien se passer. C'est les règles normales qui vont se passer, qui vont se déclencher. Deuxième situation, tu transiges à un prix de transaction trop cher. Donc, tu vends le bien plus cher que tu aurais dû. Bien là, il y a un correctif qui va s'appliquer seulement pour une des 2 parties. L'acquéreur, on va faire semblant qu'il a acquis le bien à la juste valeur marchande. On va avoir un exemple chiffré qui s'en vient. Donc, si un bien vaut 10 000 et qu'on le transige volontairement 13 000, pour une raison, j'imagine que fiscalement, on pense qu'on en tirerait avantage à faire ça, par exemple. Donc, si un bien vaut 10 000 et qu'en réalité, on le transige 13 000, ce qu'on va faire, c'est que l'acquéreur qui l'a payé 13 000, on va faire semblant qu'il l'a acheté 10 000. Le vendeur, on ne lui fait aucun ajustement. Le vendeur, lui, qui le vend pour 13 000, on le laisse comme ça. Donc, voyez l'incongruité que ça génère. C'est pour ça qu'on appelle ça de la double imposition, puis je vais vous le montrer avec un exemple. On a un vendeur qui s'impose sur le prix de transaction réel, 13 000, puis on a un acheteur qui va repartir avec un PBR fictif à 10 000. Donc, tu vas avoir de la double imposition sur 3 000 dans cette transaction-là. Il y a un 3 000 qui va être imposé 2 fois, à la fois au vendeur, puis qui va être imposé tantôt à l'acheteur quand le bien va être revendu. Ça, c'est une règle pour décourager les gens à ne pas faire ça. Il existe tout à fait le contraire, des personnes liées qui transigeraient trop bas. Là, c'est le contraire. Donc, si le bien vaut 10, on le transige 8. Le vendeur, on fait semblant qu'il le vend pour 10. Et l'acheteur, on ne fait aucun ajustement. Donc, on se ramasse dans la même situation. On a un vendeur qui va s'imposer comme s'il avait reçu 10 000. Et l'acquéreur, lui, qui va repartir avec un PBR de 8 000. Donc, il y a un 2 000 qui va être imposé 2 fois. Je vais vous le montrer avec des chiffres, ça va être plus facile. Et la troisième situation, qui est un petit peu différente, c'est la donation. Vous savez, c'est quoi la donation? C'est pas vendre trop cher, c'est pas vendre pas assez cher, c'est pas vendre pantoute. Donner, là, vous savez, il n'y a pas un maudit. Donc, on donne l'immobilisation en retour de rien. Si c'est le cas, c'est un peu moins pénalisant. On va corriger les 2 parties. Et le vendeur et l'acheteur, on va faire semblant qu'ils ont transigé le bien qui a été donné pour vrai. On va faire semblant qu'il a été transigé à la juste valeur marchande.
Donc, je vous l'illustre avec des petits exemples chiffrés ici. Les 3 cas qu'on vient de discuter là. Je pourrais peut-être commencer par le cas 0, là. Donc, cas 0, pardon, 0. Imaginez qu'on a un bien qui est transigé au prix de 100 $, puis qui vaut 100 $. Donc, il est correctement transigé. Vous voyez que le prix de transaction puis la valeur marchande, ça a été bien établi. Dans ce cas-là, ça va être les règles usuelles. Donc, on va avoir un vendeur qui va s'imposer sur 100, c'est les règles normales. Et on a un acheteur qui va avoir, lui, un PBR de 100, le prix payé. Ça, c'est parfait. Au niveau fiscal, il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien de pénalisant. On s'impose comme on a transigé. Pour forcer les gens à agir ainsi, finalement, on a mis des règles pénalisantes pour ceux qui ne le feront pas. Donc, des gens qui transigeraient trop bas, trop haut ou qui donnent, ça va être un peu différent. Premier exemple, vous voyez ici, le bien vaut 120. Okay, donc, il aurait fallu que les membres de la famille fassent un effort pour établir la valeur à 120 puis qu'ils transigent à 120. Malheureusement, ils ont transigé à 100 pièces. Ils tombent sous les griffes du premier ajustement qu'on a vu, 69.1a. L'ajustement dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le vendeur, celui qui a vendu ce bien-là, il a encaissé combien? La vraie vie, là. Il a encaissé un chèque de combien, le vendeur? Dans cette transaction-là? K1? Non, vous ne me suivez pas. K1, le vendeur a encaissé un chèque de combien? 100 pièces. Dans son rapport d'impôt, on fait semblant qu'il vend à 120. Là, il va chigner, je t'avertis, le vendeur va dire, voyons, comment tu peux m'imposer sur 120 pièces quand j'ai encaissé 100? Hein? Tant pis pour toi. Tu avais juste à transiger au bon prix. Donc, le vendeur, on fait semblant qu'il a encaissé 120, puis on l'impose sur un gain capital de 120 moins son coût. Normalement, quand un vendeur vend 120, qu'est-ce qu'on retrouve comme effet miroir du côté de l'acheteur? Ben, un PBR de 120. Non! Le PBR, l'acheteur, on le laisse tel quel. L'acheteur, il a payé 100, on ne fera pas semblant qu'il a payé 120, on va te laisser à 100. Fait que l'acheteur reste avec son PBR réel de 100. Il est là l'élément pénalisant, je ne sais pas si vous le voyez. On impose quelqu'un jusqu'à 120, puis l'acheteur va repartir sa base d'imposition, quant à lui, à 100. Donc, il y a un 20 $ qui va être imposé 2 fois. La différence entre 100 et 120. Quand cet acquéreur-là va revendre son bien, le 20 pièces ici, il va être double imposé. Parce qu'on s'est déjà imposé jusqu'à 120, on aurait dû normalement partir à 120. Le contraire, 2. Un bien qui vaut 220, tu le transiges trop cher, 250. Mais là, c'est l'effet contraire. L'acheteur, tu l'as payé combien ce bien-là? Je pose la question à l'acheteur. Tu as fait un chèque de combien pour acheter ce terrain-là? Il me répond quoi, l'acheteur? J'ai fait un chèque de 250, hein? C'est ça? Donc, tu penses que tu vas avoir un coût fiscal de 250? Faux. Je fais semblant que ton terrain, tu l'as acheté 220. Donc, je t'établis un coût fiscal à 220 pour ton futur calcul de gain capital. Il va chigner l'acheteur. Voyons non, si je fais un chèque de 250 $, je serais supposé avoir un coût de 250 $. Hein? C'est là qu'on te pénalise. On va faire semblant que tu as acheté ton bien 220 $. Même si tu as fait un chèque de 250. Et le vendeur, lui, normalement, avec un effet miroir, on devrait ajuster le vendeur de la même façon. Non, le vendeur, on le laisse avec sa réalité. Le vendeur a encaissé 250, impose ça sur 250.
Donc, on a un vendeur qui s'impose jusqu'à 250 pièces et un acheteur qui repart avec un coût fiscal de 220. Ici, on a 30 pièces de double imposition. On a un 30 $ qui va avoir été imposé à la fois au vendeur et qui tantôt va être imposé à l'acheteur. La donation, troisième possibilité, la donation, je vous répète, c'est pas vendre trop cher, évidemment, c'est pas vendre trop peu cher non plus, donner, c'est donner. Vraiment, là, tu cèdes l'immobilisation et tu ne demandes rien en retour. Donc, le deuxième ajustement qu'on vient de voir, on l'avait à la 69.1b. Peut-être que je suis en train de les inverser, là, A et B. Il faudrait juste que j'aille voir l'autre côté. Pas bien d'importance. La troisième, c'est le don. Quand il y a un don, cette fois-ci, on va redresser les deux parties. Donc, le vendeur qui n'a rien reçu, le vendeur, en réalité, je lui demande, tu as reçu combien pour ton terrain? Il va me répondre quoi? Il sait, son compte de banque, tout le monde connaît son compte de banque. Tu as reçu combien pour ta vente de ton terrain? Il va me répondre quoi? Zéro. Ben, on va faire semblant qu'il a reçu 450. Et on va appliquer la même chose à l'acheteur. Tu as fait un chèque de combien, toi, pour ton terrain? Il va me répondre quoi? Zéro. Ben, on va faire semblant que tu l'as acheté 450. Les deux parties sont redressées. Les deux parties ont fait semblant qu'ils ont transigé à la juste valeur marchande. Au moins, il n'y a pas de double imposition parce qu'il y a un ajustement des deux côtés. Donc, un vendeur qui s'impose jusqu'à 450 ici, et l'acheteur va repartir sa base d'imposition au même montant de 450. C'est moins pire une donation que de vendre trop peu cher ou de vendre au-dessus ou en bas de la juste valeur marchande. Il y a un mythe dans la population, je ne sais pas pourquoi, là, de transiger à une pièce. Aucune idée pourquoi, là, c'est le pire des scénarios. C'est le pire des scénarios parce que quand tu transiges à une pièce, à cause de ta maudite pièce, c'est pas une donation. Fait que tu te sors de la donation et tu tombes ici. Donc tu tombes dans la catégorie des gens qui ont transigé en bas de la juste valeur marchande. Puis il y a un correctif qui est fait pour seulement une des deux parties. Il va y avoir de la double imposition. Alors que si tu avais fait une donation, garde-la ta maudite pièce. Si tu avais fait ta donation, au moins, il y aurait une correction qui se ferait des deux côtés. Peut-être que ça a des impacts sur d'autres lois. Peut-être qu'en vertu d'une loi, de la loi sur les taxes, ou de la loi sur les transferts d'automobiles, je voulais éviter les taxes. Tu peux avoir plein de raisons si tu veux, mais au niveau fiscal, au niveau de l'impôt sur le revenu, il faut toujours bien que tu saches que la donation, c'est moins pire que les transactions trop peu chères ou trop chères. Fait que retenez ça, puis donnez des bons conseils à vos clients. Le meilleur conseil qu'on pourrait donner, c'est quoi? Un père qui vous dit « Hey, l'année prochaine, je voudrais vendre ma terre agricole à ma fille. » Il n'y a aucune nuance. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux donner? Donne-y, ou transige à la juste valeur marchande. Ce qui va donner le même effet. Si la terre, elle vaut 450, vends-y 450. Si t'aimes mieux, donne-y. Mais il faut absolument que tu évites des transactions à des prix bidons, là, à des prix trop hauts ou trop bas. Transige vraiment au bon prix. Ou peut-être faire une donation, c'est pas si pire. Une donation, c'est pas si pire, mais il faut que le vendeur soit au courant. Imaginez que c'est 450 000 $. On parle d'une terre de 450 000 $. Le père dit, je vais le donner à ma fille. Fine. Mais es-tu conscient que le père va s'imposer sur 450 000 de gains, si on présume qu'il n'y a à peu près pas de PBR, là? Est-ce que le père est prêt à assumer cet impôt-là? Imaginez la note d'impôt. Quelqu'un peut faire ce calcul-là? 450 000 de gains capital, imposable à moitié. 225 000, tout le monde me suit. On met ça dans le rapport d'impôt, 225 000. Imaginez qu'on paye un taux d'impôt de 40 % fédéral Québec, là. Grosso modo, là. 90 000 de note d'impôt. Il faut que le père soit prêt à payer 90 000 d'impôt de sa poche pour une transaction où il n'y a rien encaissé. Le net, là, c'est un moins 90 000 pour le père. Tu n'as rien encaissé de ta fille et tu vas avoir un impôt de 90 000. Il faut qu'il soit au fait de ça. Peut-être qu'il va répondre, je suis très riche, pas de problème, ça me fait plaisir de faire ce cadeau-là à ma fille. OK, mais attends-toi pas à ce que ça soit à coût zéro au niveau fiscal parce que tu as donné. Parce que les pères pensent ça. Y a-tu de quoi de plus légitime, humainement, que de donner un terrain à sa fille? Tu sais, au niveau humain, il n'y a rien de plus beau que ça. Tu ne demandes même pas d'argent à ta fille. C'est ta fille. Fait que tu t'attends à être récompensé au niveau fiscal pour ça. Mais tu ne seras pas récompensé. Tu vas avoir une facture d'impôt de 90 000. Comme si tu avais vendu le terrain à un inconnu, puis tu n'auras rien reçu de ta fille. Fait qu'il faut que tu sois prêt à ça. S'il demande à la fille de payer l'impôt pour son père tant qu'à y être.
je veux juste discuter avec vous d'une chose. Disons que vous êtes convaincu de vous comprenez mon discours, puis vous dites, OK, j'ai compris que dans le futur, quand des gens vont venir de mon entourage, vont dire, on s'apprête à transiger dans la famille, je vais les avertir. Transigez pas à des prix bidons, c'est catastrophique au niveau fiscal. C'est bien beau de connaître la règle, mais ça se peut que ça soit dur à appliquer parce que établir la valeur marchande vraiment d'un bien quand on négocie pas, c'est pas facile. Donc, juste avoir en tête des indices où on peut peut-être aller chercher de l'information ou comment on peut établir la juste valeur marchande de certains biens. Donc, si par exemple vous transigez un véhicule, comment vous feriez sur une transaction de véhicule avec un membre de votre famille, si vous voulez vraiment transiger à la juste valeur marchande? C'est peut-être aller voir des comparables, aller voir sur Internet des autos similaires, combien ça se transige sur les marchés, aller voir au Redbook, il y a un volume qui liste les voitures usagées. Si vous transigez un immeuble, tu veux vraiment transiger à la juste valeur marchande à ta fille, tu as compris les risques fiscaux, tu veux pas te mettre le doigt dans l'engrenage de transiger trop haut ou trop bas, tu veux. Mais tu fais comment? Pas de négociation? Évaluation municipale, est-ce qu'on vend vraiment un inconnu à la valeur municipale de notre résidence? Souvent, on vend au-dessus. Ça prend... Non. Même un locataire qui appelle la régie du logement a de la misère à se faire répondre. Imagine, ils ne donneront pas la... Tu sais, c'est pas la responsabilité d'un organisme. Il y en a qui me disent, il faut appeler au gouvernement. C'est comme la réponse à tout, appeler au gouvernement. Comme s'il y avait un organisme qui avait comme rôle d'établir les valeurs marchandes partout. Il n'y a rien de plus subtil qu'une valeur marchande. Il n'y a pas d'organisme qui font la... Il y en a qui pensent ça des fois. Appel au gouvernement, ils ont sûrement une liste de valeurs marchandes de tous les biens. Mais voyons, non. Ouais, c'est ça. Se faire aider par un agent immobilier, peut-être. Tu prends un agent immobilier sur le site, là, puis tu dis, gars, je te donne 300$, là, 400$. Fais-moi une petite recherche. Sors-moi des comparables. Ma maison, là, si je vendais ça sur le marché en ce moment, tu sais, ça vaut la peine, à un peu de coût, d'avoir un avis professionnel là-dessus. Il y a des évaluateurs professionnels aussi dans l'immobilier qui peuvent vous aider. Savez-vous, c'est quoi le bien qui est le plus dur à évaluer, puis qui est le plus risqué? Des actions de compagnie. Papa, il est propriétaire d'une franchise McDo à Trois-Rivières. Ça fait 30 ans qu'il opère ça. Son rêve, son plus grand rêve, après avoir rencontré Ronald, là, son plus grand rêve, comme tout père en affaires, c'est quoi? Céder son entreprise à sa fille. Tu sais, sa petite fille, son sang, là. Il l'adore. C'est son plus grand rêve que sa fille prenne sa succession. Puis comme de fait, elle est intéressée. Puis elle veut les acheter, les actions. C'est une compagnie qui s'appelle, vous le voyez au tableau, là, franchise McDonald's Inc. Le père, il a acheté ces actions-là, il a fait 30 ans, 10 000$. Il vient vous dire, l'année prochaine, je voudrais vendre mon McDonald's à ma fille. Avez-vous des conseils à me donner? Je vais vous l'entendre dire. C'est quoi le premier conseil? Transige à la juste valeur marchande. De grâce, fais pas une transaction bidon. Fais-y pas de cadeaux. Les cadeaux, c'est à Noël, c'est à la fête. C'est pas quand tu transiges. C'est quoi la juste valeur marchande Fait que le père, c'est un bougon, là, c'est un grincheux. Fait que là, il dit, OK, c'est quoi la juste valeur marchande? Ben là, monsieur, je sais pas c'est quoi la juste valeur marchande. Il faudrait faire une évaluation d'entreprise, ça va vous coûter 6 000$ d'honoraires. Il n'y en a pas question, vous m'organisez tout ça. OK. Fait que le père, le grincheux, là, il dit, c'est pas compliqué, là, j'ai regardé le bilan de la compagnie, là. Dans le McDo, il y a 1 million d'actifs, il y a 600 000 de dettes. Fait que c'est pas besoin de payer 6 000$ d'honoraires pour avoir un rapport, là. Pas dur à comprendre. Une compagnie qui a 1 million d'actifs, 600 000 de dettes, ça vaut 400 000. Fait que, il fait ni un ni deux, puis il transige 400 000 les actions à sa fille. Donc, voyez voyez ce qui se passe dans les rapports d'impôt. Le père, produit de disposition 400 000, PBR 10 000, gain capital, 97 000$ d'impôt. Qui est à 49,97, qui est le plus haut. La fille, elle part avec, elle a payé ces actions-là 400 000, donc elle a un PBR, puis on attend la suite des choses. Il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, et ce qui devait arriver arriva, un vérificateur d'impôt tombe là-dessus. On appelle chez le monsieur en disant, vous avez bien vendu des actions de votre McDonald's il y a 3 ans, votre fille? Oui. Vous savez que c'est une transaction entre personnes liées? Oui. Vous savez que vous êtes visé par 69.1, les articles qu'on vient de voir? Oui.
Donc, en vertu de ces articles-là, si vous transigez plus bas que la juste valeur marchande, il va y avoir un correctif. Ben, il n'y a pas de problème, j'ai transigé à la juste valeur marchande. OK, monsieur. Est-ce que je pourrais voir le rapport qui fait état de l'établissement de la juste valeur marchande des actions? Rapport. Ben, la juste valeur marchande des actions, vous l'avez établi comment? Ben, je dois voir ça ici. Là. Puis là, il sort une napkin. Tu sais, la napkin, il y avait écrit dessus, là, mais actif 1 million, passif 600 000, 400 000. Puis il donne ça. Oh boy! C'est juste sur cette base-là que vous avez établi la valeur marchande des actions. Donc, le vérificateur d'impôt prend ça, retourne à Ottawa, où il y a une armée de fonctionnaires qui ont comme rôle de faire des évaluations d'entreprise. On va se mettre sur ce dossier-là et on va aller établir la valeur marchande de ce McDo-là. Les vérificateurs d'impôts vont se servir de transactions comparables sur d'autres franchises McDonald's ailleurs au Canada. Ça se transigeait combien? C'est au Québec, à Vancouver. C'est quoi l'achalandage dans un McDonald's? Tatata. Ils reviennent avec un rapport ça d'épais pour dire que les actions ne valaient pas 400 000, mais valaient environ 1 million. D'habitude, c'est une fourchette, là, quelque chose entre 900 000 puis 1,1 million. Donc, il aurait fallu transiger dans cette fourchette-là. Qu'est-ce qui s'applique alors comme correctif à un père qui transige 400 alors qu'il aurait dû transiger 1 million? Donc, on va réouvrir son rapport d'impôt il y a 3 ans et on va refaire le rapport d'impôt. C'est plus un produit de disposition de 400 qu'on met, c'est un produit de disposition d'1 million. Donc, si vous changez 400 pour 1 million, on se ramasse avec de l'impôt en souffrance de combien? À peu près presque 150 000 d'impôts en souffrance. Donc, le père est en faute d'impôt de 150 000 $ plus intérêt, plus pénalité pendant 3 ans. Et la fille? On ne change rien. Mais ça, c'est une histoire d'horreur. Cette famille-là va être double imposée sur 600 000 $. Le père s'impose jusqu'à 1 million, la fille reste avec un PBR de 400 000. La fille ne travaillera même pas toute sa vie pour outrepasser cette double imposition-là. Elle aura même pas elle va travailler toute sa vie qu'elle va payer le même impôt que son père a payé lors de la transaction. Toute sa vie, elle va être double imposée. Parce que tant que ces actions-là ne dépassent pas 1 million, on est en zone de double imposition. Fait que la journée que la fille va vendre ces actions-là, le premier 600 000, ça va être le même impôt que son père a payé lors de la transaction. C'est désastreux. Ça n'aurait pas été cher payé pour ce vendeur-là, qui est un peu grincheux. Ça n'aurait pas été cher payé de consulter un professionnel, d'obtenir un avis professionnel sur la valeur des actions de McDonald's, quitte à payer 2-3 000 $ d'honoraires. Vous voyez la catastrophe dans laquelle on se retrouve. Donc, des honoraires professionnels pour établir la juste valeur marchande, ça vaut la peine, je pense, en tout cas, à mon humble avis. Puis ça évite des situations là, dramatiques. Fait que Des questions? OK. On change de côté dans mon tableau. On a réglé les transactions ici, les transactions avec une personne autre que le conjoint. La règle dit que tu devrais transiger à la juste valeur marchande, puis si tu ne le fais pas, on a vu les correctifs qui s'appliquaient. Deuxième situation, qu'est-ce que ça change? Oui. Est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut aller voir les jugements précédents par rapport à des cas similaires que vous mentionnez, père et sa fille? Bien sûr, la jurisprudence est pleine de cas, probablement. Ben, c'est pas évident de faire des recherches, mais si tu vas faut que tu ailles sur le site de Justice Canada. Puis là, tu vas voir là tous les jugements qui ont été rendus en Cour canadienne de l'impôt, puis il y a des outils de recherche, puis tu peux faire des recherches. Puis il y a des fiscalistes qui font aussi ces recherches-là, puis qui ont un peu une idée qui ont une meilleure vue de la jurisprudence, qui la connaissent déjà. Mais c'est comme souvent, c'est ce qu'on fait en pratique. Deuxième situation, qu'est-ce que ça change si je transige avec mon conjoint? D'accord? On change l'idée de transiger avec notre fille ou notre parent. On transige entre conjoints. Là, les règles sont complètement différentes. Complètement différentes. Situation numéro 2. Le législateur dit, quand tu transiges avec ton conjoint, je m'en fous. Casse-moi pas les oreilles avec ça. Tu peux transiger avec ton conjoint comme tu veux. Puis à la valeur que tu veux. Ça n'a aucune importance.
Le législateur veut même t'aider quand tu transiges entre conjoints en disant on va mettre les règles en place pour te faciliter le plus possible les transferts entre conjoints. Pour le législateur, un couple, là, c'est quasiment la même entité. Quasiment. Un terrain qui passe d'un gars à sa blonde, à sa femme, là, ou de sa femme à son mari, là, on ne veut même pas imposer ça parce que ce n'est pas sorti du couple. Pour y arriver, la règle est complètement différente. On dit, quand tu transfères avec ton conjoint, on va faire semblant que tu transiges au coût. Ce qu'on appelle dans le jargon un roulement fiscal. Un roulement fiscal, c'est une disposition présumée au coût. Assurément que ça n'occasionnera pas de gain capital. C'est sûr, parce qu'on va faire semblant que tu transiges au coût. Donc, coût moins coût, c'est sûr, ça va donner 0. Donc, si tu as un bien qui a un PBR de 100 pièces, qui a une juste valeur marchande de 150 pièces, puis que tu le vends à ta femme, ça n'a aucune importance. Tu peux le vendre 160, tu peux le vendre 150, tu peux le vendre 140, tu peux y donner. Ça n'a aucune importance. Qu'est-ce qui va se passer ici? On va faire semblant. On va faire semblant qu'il a été vendu à 100. Donc 100 moins 100, c'est sûr qu'il n'y aura pas de gain. Et la femme va faire semblant quant à elle qu'elle l'a acheté aussi pour 100. C'est comme un transfert du coût. C'est comme si on disait, dans le fond, là, quand tu transfères ça à ta femme, on va prendre ton coûtant, puis on va le refiler à ta femme, puis on va faire semblant que c'est ta femme qui l'a acheté à l'époque, puis elle va repartir avec ce coûtant-là. C'est comme une espèce de... C'est pour ça qu'on appelle ça un roulement. On roule les transactions vers la conjointe. Le roulement, c'est le meilleur des mondes. C'est la règle fiscale qui déclenche jamais de gain capital, jamais de récupération, jamais de perte finale. Juste un mot, c'est quoi une transaction au coût? Ça dépend. Si c'est un bien amortissable, ça va être la FNAC. Puis si c'est un bien non amortissable, ça va être le PBR. Donc, un prix de transaction fictif, soit au PBR, soit à la FNAC, dépendamment si le bien est amortissable. Ça, c'est automatique. On n'a même pas besoin de demander que ça s'applique comme ça, c'est automatique. Je vais vous le montrer avec un exemple. Juste avant d'aller vous montrer l'exemple, ça se pourrait-tu que un conjoint ou des conjoints soient pas contents, disent non, nous, ça me convient pas cette règle-là. La règle qui dit qu'on fait semblant de transiger au coût puis qu'il n'y ait pas de gain capital pour le conjoint vendeur, pas de récupération. Ça se pourrait-tu qu'un couple dise non. On aimerait ça, nous, que ça soit la fiction que vous appliquez, ça soit comme dans l'autre règle avec les autres personnes, une fiction à la juste valeur marchande. Moi, si un couple me disait ça, je dirais, t'es sûr, t'as bien compris? C'était quoi le roulement? Le roulement, c'est le meilleur scénario. Tu fais pas de gain, tu fais pas de récupération, tu fais pas de perte finale. T'es sûr que t'as toute ta tête en me disant que ça te convient pas, puis que tu voudrais une fiction à la juste valeur marchande? Parce que si tu demandes qu'on fasse une fiction de transaction, non pas à 100, mais à 150, la juste valeur marchande, il va y avoir du gain là, pour le vendeur. Elle répond, oh, oui, c'est ça, je veux. Tabarnak, qu'est-ce que j'ai manqué, moi? Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se pourrait peut-être. Pourquoi? Imaginez que celui qui vend, il y a plein de banques de pertes. Peut-être qu'il aimerait ça faire du gain capital pour utiliser ces banques de pertes. Ou il veut prendre la déduction pour gain capital. Et l'effet positif, s'il transigeait à 150 au lieu de 100, imaginez qu'il a des banques de pertes, le vendeur. Le vendeur fait 50 de gain, vous me suivez, puis il prend ses banques de pertes. Donc, pas d'impôt. Et c'est la même chose qu'un roulement, finalement. Mais pour l'acheteur, qu'est-ce que ça change? Au lieu de faire semblant d'acheter à 100, il fait semblant d'acheter à 150. C'est bien mieux pour la conjointe qui reçoit le bien d'avoir un achat fictif à 150 qu'un achat fictif à 100. Fait qu'effectivement, ça c'est le choix. Si on veut, on peut renoncer au roulement, puis demander qu'on nous applique, par choix, une transaction à la juste valeur marchande. C'est plutôt rare. Ça prend des vendeurs qui ont des pertes. Je vous montre ça avec un exemple. OK, donc on a une transaction sur bâtisse, une transaction sur terrain. OK, on va résoudre la partie de gauche du tableau qui est le roulement automatique. Donc on va je vais me le mettre
voyez, la bâtisse, elle a un coût de... Elle a le prix de la valeur. Elle vaut 100 000 aujourd'hui. Voyez, le terrain, il vaut 30 000 aujourd'hui. Ce couple-là, dans l'exemple, là, laissez faire la fiscalité, la vraie vie, là, dans la vraie vie, là, combien vous pensez combien ils se sont échangés d'argent pour la bâtisse? Donc, madame qui veut vendre à monsieur, je pense, dans cet exemple-là. Madame, elle vend la bâtisse, puis elle vend le terrain. Pour combien, vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il transige au-dessus de 100 réellement? Ou est-ce qu'il transige 100 000 pile réellement? Ou est-ce qu'il transige 72 000 ou 80 000? Moins, plus, peut-être qu'il le donne? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous une idée, madame? Avez-vous une idée? Non? Savez-vous c'est quoi la réponse? Non, ça dépend pas. Savez-vous c'est quoi la vraie réponse? Non. Savez-vous c'est quoi la vraie réponse? On s'en fout. Je m'en fous. Tu sais, le couple, ils sont tout contents de venir te voir à ton bureau et dire « Hey, savez-vous quoi? Non, j'ai vendu ma bâtisse à mon mari. Ah, wow! Puis savez-vous quel prix je l'ai transigé? Non, dites-moi donc ça. Puis là, elle dit le prix, elle me ferme les oreilles. Je le fais poliment, là, mais je l'ai même pas retenu. Je m'en fous, parce que c'est toujours la même fiction qui va s'appliquer. Vous le voyez en jaune, la bâtisse, on fait semblant qu'elle est transigée à 72, le terrain, on fait semblant qu'il est transigé à 10. Il n'y a rien qui peut changer ça. Il n'y a rien. Fait qu'allons-y. Prix de transaction à 72 pour la bâtisse. 72, 72, 72. Il n'y aura pas de récupération, il n'y aura pas de gain, puis la perte est refusée parce que c'est un bien amortissable. C'est le roulement parfait. Le terrain, on fait semblant qu'il est transigé. Le terrain, quant à lui, à 10. 10 moins 10, 0. Et la femme, elle, qui vient, pas la femme, l'homme, qui vient de s'acheter une bâtisse, on fait semblant qu'il l'a acheté combien? 72. Puis le terrain? 10. Donc les chiffres qui sont en jaune, ça devient le prix de transaction fictif pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout le monde fait semblant de transiger à 72 la bâtisse, tout le monde fait semblant de transiger le terrain à 10. Peu importe la réalité. Là, ce couple-là, ça c'est automatique. Le traitement en jaune, là, c'est automatique, c'est toujours ça qui se fait. Et là, vous avez l'exception à droite, un couple qui dirait « Excusez, messieurs, ça ne nous convient pas. On n'aime pas ça, nous, un roulement où il n'y a pas de gain pour le vendeur. » C'est un non-sens. Qu'est-ce que vous dites, madame, là? Mais nous, on aimerait ça. J'aimerais ça, moi, comme vendeur, faire du gain parce que j'ai des pertes en capital en banque, puis je pense que ce serait une bonne occasion pour les utiliser. Ah, c'est pas fou. Donc, à ces gens-là, on pourrait changer la fiction. Voyez les chiffres? Au lieu d'avoir une transaction fictive au chiffre jaune, on va maintenant avoir une transaction fictive au chiffre vert. Fait que partout où vous avez mis du jaune, mettez du vert maintenant. Donc, faites semblant maintenant que la bâtisse est transigée à 100, puis faites maintenant semblant que le terrain est transigé à 30. Je vous avertis, madame, c'est pas un roulement. Donc, ici, je vais avoir 8 000 $ de récupération d'amortissement. Vous allez devoir vous imposer sur 8 000 $ dans votre revenu d'entreprise. Vous faites 20 000 de gains sur votre bâtisse, vous faites 20 000 de gains sur votre terrain. C'est ça que je voulais. OK. Elle a plein de pertes en banque. Mais voyez ce qui est intéressant pour son mari. Son mari ramasse une bâtisse avec un coût de 100, puis ramasse un terrain avec un coût de 30. Ça, c'est intéressant. Je la comprends, la tactique. Pas fou. Demander la transaction à la juste valeur marchande, quand on peut annuler pour le vendeur les conséquences, on met l'acheteur dans une bien meilleure position, avec des bien meilleurs PBA, des bien meilleurs FNAC. Donc, je veux que vous reteniez que le par défaut, c'est à gauche, puis le choix, c'est à droite. OK, check. La transaction de conjoint, par défaut, on la fait au coût indiqué. Par choix, on la fait à la juste valeur marchande. On passe à la ligne en dessous, le décès. Toutes ces transactions-là qu'on vient de discuter, c'est des transactions que tu fais de ton vivant. Ben, la même question se pose, mais à ton décès. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais j'en ai glissé un mot il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand une personne décède? On fait semblant qu'elle a disposé de tous ses biens. Fait que le décès, c'est la même chose. C'est de céder ses biens. C'est juste que tu ne le fais pas de ton vivant, tu le fais à même ton décès. Et quelles seront les conséquences fiscales quand tu décèdes et que tu lègues ton bien à quelqu'un dans ta famille? Ben, il y a deux choix, dépendamment à qui tu as légué. Si tu lègues à une personne autre que ton conjoint ou si tu lègues à ton conjoint.
C'est les mêmes règles qui s'appliquent. C'est juste qu'on est dans un contexte de disposition au décès au lieu d'être dans un contexte de disposition du vivant. Mais c'est la même logique qui s'applique. Les points 3 et 4. Je vais même pousser l'exemple à l'extrême. Est-ce que ça fait combien de temps que j'explique le point 1 puis le point 2, là? Ça va faire 25 minutes à peu près? J'aille me répéter. OK? Fait qu'on va réécouter la cassette ensemble, si vous voulez. Je vais repartir ma cassette que je me suis enregistrée, là, je l'ai en bas ici. Je vais repartir ma cassette, puis je vais la faire écouter. OK? Puis, dans le montage, là, je vais juste changer un mot. À chaque fois que je disais « un papa vend à sa fille », là, on va changer le mot pour « un papa décède et lègue à sa fille ». Et tout le reste de la cassette va être bonne. Donc, tantôt ici, là, quand on parlait des conséquences de transiger avec sa fille, je répète, je disais « un papa vend un bien à sa fille ». On va juste changer un mot, 2 mots. Un papa décède et lègue à sa fille. Tout le reste est bon. Tout le reste est bon. Donc, pour celui qui décède, disposition présumée à la juste valeur marchande, puis pour celle qui reçoit le bien par legs, la fille, fait semblant de l'acquérir à la juste valeur marchande. J'ai dit, ça fait 15 minutes qu'on parle de ça. Et si on s'en va ici, je disais tantôt, monsieur vend un immeuble à sa femme. Changez 2 mots. 2 mots. Monsieur décède et lègue à sa femme. Tout le reste reste pareil. Ça fait 20 minutes qu'on parle. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? On a dit, le automatique, le traitement fiscal automatique, ça va être quoi? Quand un homme décède et lègue à sa femme, on va faire semblant qu'il a vendu à quel prix? Coût. Puis l'héritière va faire semblant qu'elle a acheté à quel prix? Coût. Sauf si, excusez, ça ne me convient pas le roulement, on voudrait avoir une fiction à la juste valeur marchande. Sauf s'ils font le choix de vouloir une transaction fictive à la juste valeur marchande pour les mêmes raisons qu'on a dit. C'est les mêmes règles dans un contexte de décès. C'est important de le comprendre, ça. Oui? C'est pas une donation. Un décès, c'est pas une donation. Un décès, c'est une disposition. À quelle valeur? À la juste valeur marchande ici et au coût indiqué ici. C'est pas une donation, un décès. Donc, on va aller voir ça très rapidement. Qu'est-ce qui arrive si je décède et lègue à ma fille? Transaction réputée à la juste valeur marchande. Vous l'avez dit. Qu'est-ce qui arrive si je décède et lègue au conjoint? La transaction va se faire au coût. On fait semblant de vendre et acheter au coût. Sauf si vous demandez le contraire. Non, on voudrait que le décédé fasse du gain. Là, on comprend que le décédé, il est mort. Ce n'est pas lui qui va exercer son choix. Mais quand on fait le rapport d'impôt du décédé en vert, on pourrait choisir, demander que ce soit une vente à la juste valeur marchande. Tantôt, vous m'avez dit, juste pour revenir sur ça, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'était pour une des raisons pourquoi on pourrait demander de vouloir faire du gain dans la transaction. C'était laquelle, une des raisons pourquoi on voulait faire ça? Parce qu'on avait des banques de pertes. Imaginez quand tu décèdes, c'est-tu la dernière chance de prendre tes banques de pertes? Tu es en train de faire ton dernier rapport d'impôt à vie, là. Si c'est pas là que tu prends tes banques de pertes, tu as beau dire reportable à l'infini, il n'y a plus d'infini, là. On est rendu au bout, là. Fait que là, c'est encore plus vrai que s'il y a des banques de pertes, de grâce, faisons de quoi pour les utiliser, parce qu'on est en train de produire le dernier rapport d'impôt de cette personne-là, qui est décédée. Regardez l'exemple. Regardez-le bien, là, attentivement. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que quelqu'un qui a le goût de dire, ça vous tente-tu que je passe 10 minutes là-dessus? Vous avez le goût de dire, il me semble que j'ai déjà vu ça. Tu sais, dans le journal, là, quand il y a 2 images presque pareilles, là, puis là, il faut que tu trouves les différences, puis là, à un moment donné, il y a un canard qui manque une griffe, là, puis là, j'ai trouvé la différence. Il y a 2 différences. Une différence. Une. Entre ce qu'il y a à cette page-là, puis ce qu'il y avait à la page tantôt. Capable de la trouver? Décède et lègue. Tantôt, c'était écrit quoi? Transfert de son vivant.
Donc, tantôt, c'était une madame qui transfère de son vivant à son homme. Ici, c'est une madame qui décède et lègue à son homme. Le reste, même chose. Tout est pareil. Fait que, je ne le répéterai pas, là. Donc, si on laisse aller la règle automatique à gauche, on fait semblant que la transaction se fait à 72 pour la bâtisse, à 10 pour le terrain. Puis, si les gens veulent pas le roulement automatique, mais ils font le choix pour que ça se fasse, la fiction s'opère plutôt à la juste valeur marchande, ça sera les chiffres en vert. Avec les conséquences qui viennent avec. On aura un décédé qui fait 8 000 de récup, 20 000 de gains sur la bâtisse, 20 000 de gains sur le terrain. Mais une héritière qui a des bien meilleurs attributs. C'est ça le choix. On est à 4. Tout le monde me suit? On est dans la case 4. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer si on voulait aller dans la case 3? En restant bien simple, dans mon exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait changer si on veut passer de la case 4 dans la petite histoire pour aller vers la case 3? On va vous le montrer. Êtes-vous vraiment attentif? Il n'y a pas des grosses différences, là. Il y a un mot qui a changé. Ah, je recommence pour vous. Ça. Ah, voilà. Ici, on a décède et lègue à son mari. Ici, on a décède et lègue à son fils. C'est tout. Tous les chiffres demeurent pareils. Tout est pareil. Sauf que, qu'est-ce qui se passe quand il y a un legs au fils? Est-ce que le roulement est possible? Ben non. Tu ne peux pas faire de roulement avec ton fils. C'est juste réservé aux transactions entre conjoints. Donc, tu vas obligatoirement te retrouver avec un scénario à la juste valeur marchande. Nécessairement. Donc, quand il y a un legs au fils, on ne peut pas faire de disposition au coût. La disposition est nécessairement réputée à la juste valeur marchande. Je ne sais pas si ça concorde à ce qu'on s'est dit, là, mais c'est pas mal ça. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, honnêtement, ayez ce tableau-là à portée de la main. Refaites-vous-le à votre façon, sur votre feuille d'annotation, mais le gros problème des étudiants, c'est qu'ils voient ces 4 cases-là comme étant indépendantes l'une de l'autre. Fait que quand ils arrivent à l'examen devant un décès et un legs au fils, ils sont tout mêlés, parce qu'ils comprennent pas que si tu fais ça en 2 cases, 2 colonnes, puis que tu comprends l'impact d'un transfert à une personne autre que le conjoint, que ce soit dans un contexte de décès ou pas, ça ne change rien. C'est tout le temps les mêmes conséquences ici, puis c'est tout le temps les mêmes conséquences ici. À partir du moment que tu comprends ça, tu es plus sûr de ta réponse quand tu arrives à l'examen pour traiter des cas qui te sont soumis. Mais quelqu'un qui ne voit pas ce lien-là, il y a une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse. Une chance sur 4. Parce qu'il faut... Est-ce qu'il y a des questions sur une de ces cases-là? Ou sur le lien qui existe entre ces 4 cases-là? Disposer avec des personnes de notre entourage, il y a 4 possibilités. T'es-tu vivant ou t'es-tu mort? Tu transiges-tu à ton conjoint ou à une autre personne? Il y a deux questions qui se posent. Bon, ben excellent. Deux dernières règles avant qu'on se quitte pour finir. C'était des gros thèmes, hein, 7.15 et 7.16. Vous voyez comment ils sont attachés ensemble. Ça devrait même être un seul point à la limite. 7.15 et 7.16, c'est le tableau qu'on vient de voir. 7.17 pour terminer, puis je pense qu'il reste 7.18 aussi. On change de sujet. On finit nos 18 particularités. Le rapport du gain capital pour les investisseurs. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit un peu je pense que je vous contais un peu l'histoire la semaine passée, des abris fiscaux qu'on doit donner aux investisseurs. Nous, on aime, je répète rapidement, comme au niveau politique, au niveau économique, on a clairement avantage à ce que les investisseurs investissent dans nos compagnies canadiennes. Ce qu'on appelle les SEPE, les fameuses sociétés privées contrôlées par des Canadiens et qui respectent
le ratio de 90% des actifs. On en avait parlé un peu la semaine passée. Donc, je vous avais dit que nous, comme économie, si on pouvait attirer de l'investissement dans nos petites compagnies canadiennes, ben ça crée de l'emploi, ça crée de la croissance économique, puis c'est très, très, très bénéfique. C'est tellement bénéfique qu'on est prêt à donner des abris fiscaux à ceux qui le font. J'en avais parlé. J'avais dit que les investisseurs, si on ne leur donne pas d'abris fiscaux, ils vont aller investir ailleurs. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce qu'on dit à un investisseur qui dit... Donc, l'investisseur, quand il dit « Si j'investis dans des petites compagnies au Canada, qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que vous m'offrez comme abri fiscal? » C'est quoi notre première réponse? Vous rappelez-vous? Ouais. Si tu fais un gain en capital, on t'offre une exemption. Une exemption de 800 000 à vie. Donc, durant toute ta vie, ton premier 800 000, on va t'exempter. La fameuse déduction pour gain capital qu'on a vue en fiscalité 1. Vous vous rappelez de ça? L'investisseur, il dit merci, mais c'est pas assez. Ça me prend mieux. Ça me prend plus. Pourquoi ça lui prend plus? Il dit, ça, c'est un abri fiscal si je fais un gain. Mais qu'arrive-t-il si je vends mon placement puis je fais une perte? Ça ne donne rien une déduction pour gain capital quand je ne fais pas de gain capital. Qu'est-ce que tu me proposes si je fais une perte en capital? On est obligé de... Il faut lui donner quelque chose, sinon il va aller investir ailleurs. Qu'est-ce qu'on lui donne? La PDTPE, hein, on lui propose que sa perte en capital déductible se transforme en perte déductible au titre de placement d'entreprise. En mots simples, déductible contre tous tes revenus. C'est assez clair. Là, vous dites, bah, il devrait être content. Là. S'il fait un gain, il y a un abri fiscal. S'il fait une perte, il y a un abri fiscal. Ben, croyez-le ou pas, ils ont répondu, c'est pas assez. Qu'est-ce que tu veux de plus? Croyez-le ou pas, là, il y a le hoquette, là, tellement qu'il a mangé, là, comme que tu vas au buffet, j'ai encore faim, puis tu as de la misère ça ne tient pas la route. Là. Comment tu peux avoir encore faim après ça? Ben, ils ont dit, là, ils sont rendus loin, là, ils disent, imaginez qu'on a fait du gain, qu'on a pris toute l'exemption, ils en ont plein la bouche, c'est là, ça, je dis qu'ils ont le ventre plein, là. Ils ont pris toute l'exemption, puis je fais encore du gain après. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? C'est ça qu'ils disent. Ils ont bouffé tout notre premier abri fiscal, là, le 800 000, là, ils se sont exemptés d'impôts, puis ils n'ont pas payé d'impôts pendant leurs 800 000 de premier profit. Puis ils disent, si je continue à faire du profit en investissant dans vos petites compagnies, qu'est-ce que tu me proposes? Il a fallu leur offrir quelque chose. Donc, 1, 2, je manque de place, là. 3, je vais te proposer de reporter ton gain capital. Donc, on a 3 abris fiscaux qui visent les investisseurs. 1, la déduction pour gain capital, pour le premier 800 000 de gain. 2, la transformation de ta perte en capital en PDTPE. Et 3, on te propose maintenant le report de ton gain capital. Donc, c'est la règle qui nous intéresse. Le 3e abri fiscal, c'est le report du gain capital pour un investisseur qui n'a plus d'exemption, qui n'a plus de déduction pour gain capital. Un investisseur qui, par exemple, qui aurait mis 4 millions dans une compagnie canadienne, puis qu'un an, un peu plus tard, là, il revend ses actions 5 millions. Donc, il fait vraiment un profit d'1 million. Hein, il fait vraiment un gain capital d'1 million. Il n'y a plus d'exo, là. Tu as beau lui dire, prends ton 800 000, il va dire, je l'ai tout pris. Fait que, on va lui proposer de reporter son gain capital qu'il est en train de faire. Cependant, il faudrait que cette personne-là pose un geste. Si cette personne-là pose un geste qui est bon pour notre économie, nous, on est prêt à être bon pour lui et à lui permettre de reporter son gain capital à plus tard. Qu'est-ce qui serait bon que fasse un investisseur qui vient de décaisser 5 millions en sortant d'une SEPE? C'est ça, une vente d'action. Tu avais mis 4 millions, tu reprends tes billes, tu en reprends 5. Qu'est-ce qui serait bon qu'il fasse avec ce 5 millions-là qu'il a maintenant dans ses poches, l'investisseur? Évidemment, il faudrait qu'il achète des nouvelles actions d'SEPE. Donc, s'il prend son 5 millions et qu'il achète des nouvelles actions d'SEPE, le gain d'1 million, on ne l'imposera pas. Il a été bon pour nous, on va être bon pour lui. Imaginez que ces actions-là, maintenant, qu'il vient d'acheter 5, il y revend 7. Il y a un gain en capital de 2 millions. Est-ce qu'on va l'imposer? Tant que tu es bon pour nous, on va être bon pour toi. Fait que s'il prend son 7 millions, on est rendu 2-3 ans plus tard, puis il rachète d'autres actions d'SEPE, on n'impose pas le 2. Et ainsi de suite. L'investisseur va pouvoir reporter le gain capital autant de fois qu'il le veut,
en autant qu'à chaque fois qu'ils désinvestissent d'une SEPE, ils réinvestissent dans une autre SEPE. Tant qu'il fait ça, il n'y aura jamais de gain capital au Canada. Il n'y a aucune limite. Il y a deux choses qui peuvent mettre une fin à ça. Imaginez qu'il fait ça 20 fois de suite, l'investisseur. Désinvesti, réinvesti. Désinvesti, réinvesti. Il fait ça à tous les 3 ans, là, 20 fois de suite, si ça se peut. À chaque fois, on ne l'a pas imposé sur le gain, on ne l'a pas imposé, on ne l'a pas imposé, on a reporté le gain, on a tout le temps reporté le gain. La 21e fois, il désinvestit d'une SEPE, puis il dit là, je suis tanné, là, je prends mon argent, je m'en vais chez nous. Qu'est-ce qui va arriver? On va l'imposer sur ses 20 derniers gains capital. Tous les gains capital qu'on lui a permis de reporter tant qu'il réinvestissait chez nous, la journée qu'il n'investit plus chez nous, on met bout à bout ces 20 gains-là, puis on l'impose l'année 21. Ou s'il décède. S'il décède, c'est la même affaire qui va arriver, ça va mettre fin à... Donc, le fait qu'il quitte ou qu'il cesse d'investir ou qu'il décède, ça va mettre fin à tout ça. Donc, il faut acheter une action de remplacement. Une action de remplacement, c'est une autre action dans une SEPE, les fameuses sociétés canadiennes à 90% ou plus. Techniquement, quel est le délai? Donc, un actionnaire qui désinvestit d'une SEPE en mars 2015. Donc, on est en quoi, là? On est en mars, oui. Quelqu'un qui vendrait des actions d'une SEPE en mars 2015. Il faut qu'il réinvestisse dans une nouvelle compagnie. Quel est le délai qu'on lui donne? Non, pas 120 jours. Jusqu'à la fin 2015, plus 120 jours. Donc, ce gars-là, il a jusqu'en fin avril 2016 pour se trouver des nouvelles actions canadiennes s'il veut profiter de ce report-là. Donc, jusqu'à la fin de l'année, plus 120 jours. Et si on nuance, juste pour finir, on n'a même pas vu la règle que vous l'avez comprise, là. Oui, je te raconte. Supposons que l'individu en question qu'on mentionnait qui a fait ça 20 fois, est-ce qu'il peut décider, admettons qu'il n'y ait aucun gain en capital en banque, okay? Est-ce qu'il peut décider de conserver son 800 000 puis de l'appliquer à la fin quand il va être dans le point imposé sur le reste, comme ça va être moins... Il pourrait prendre l'exemption pour gain capital de 800 000 s'il ne l'avait pas pris encore. Mais normalement, ce qu'on voit dans les comportements des investisseurs, c'est qu'en premier, ils prennent l'exemption, parce que c'est quand même mieux s'exempter que reporter. Exempter, c'est le meilleur des mondes. Reporter, ça te retombe dessus. Fait que là, ce qu'on voit comme comportement, c'est les gens qui prennent leurs 800 000 d'exemption, puis quand ils n'ont plus, ils se mettent à reporter. Jusqu'à la fin, comme j'ai expliqué. Dernière nuance. Imaginez un investisseur, d'accord, qui encaisse 5 millions et qui fait deux choses avec son 5 millions. Il en prend 4 millions pour réinvestir, puis il s'en garde 1 million pour se gâter. Comment on réagirait sur un investisseur qui désinvestit 5, qui s'en garde 1 pour ses besoins, puis qui en réinvestit 4 dans une autre compagnie canadienne? Est-ce qu'il est satisfait de notre condition? En partie. Pas totalement. C'est pas tout, c'est pas rien. Sur quelle fraction il a réinvesti? Il a encaissé 5, il a réinvesti 4. 4 cinquièmes? On va lui permettre de reporter 4 cinquièmes de son gain. Donc, le report peut être partiel si le réinvestissement est partiel. Un investisseur qui décaisse 5, qui en réinvestit 4, donc 4 cinquièmes, va pouvoir reporter 4 cinquièmes de son gain. Donc, je vous le montre avec des calculs. Le report, il peut être total ou partiel. Donc, vous avez la formule qui est ici. Et le fameux montant de report, vous l'avez qui est la fameuse fraction dont je vous parlais. On va prendre le gain capital normal de l'investisseur et on va le fractionner par une fraction. Au dénominateur, combien tu viens d'encaisser? Ben, je viens d'encaisser 5 millions. Parfait. Au numérateur, sur 5 millions, combien as-tu réinvesti dans des nouvelles actions? Ben, 4 millions. Ben, si c'est le cas, 4 cinquièmes de ton gain sera reportable. Donc, prenez l'exemple de Jean, je crois qu'il s'appelle M. Jean. C'en est un investisseur, M. Jean. Donc, il vient de décaisser 5 millions en vendant des actions de petites compagnies. Ils avaient payé 1 million. Donc, pour Jean, là, il y a 4 millions de gains en jeu.
Moi, je dirais à Jean, « Hey Jean, tu savais que tu as une exemption de 800 000? » Il me répond quoi? « Je l'ai tout pris. » Bon, on ne pourra plus prendre d'exemption. Fait que d'abord, Jean, tu pourrais peut-être reporter ton gain capital de 4 millions à plus tard. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as fait avec ton 5 millions? Tu viens d'encaisser 5 millions, tu as fait quoi avec ça? Il me répond deux choses. J'en ai pris 4,5 pour m'acheter des nouvelles actions de compagnie, puis mon 500 000 restant me s'acheter un bateau. Donc, il a fait deux choses. Donc, donc sur son 4 millions de gains, ici, quelle fraction vous allez être prêt à lui reporter? Il a encaissé 5 millions et il en aurait investi combien? 4 millions, 4,5. Donc, 4,5, vous l'avez la formule ici, là. Le ratio 4,5 sur 5 de son gain de 4 millions va être reportable. Donc, il va pouvoir reporter 3,6 et il va s'imposer sur 400 000 de gains. Donc, sur 4 millions, Jean a réussi à en reporter 3,6. Il y a un 400 000 de gains qu'il devra assumer. Jean, il dit, qu'est-ce que j'aurais dû faire si j'avais voulu reporter tout mon gain? Quel comportement j'aurais dû avoir si j'avais voulu reporter tout mon gain au complet? Achète pas de bateau. Prends le 5 millions au complet puis réinvestis dans des actions de compagnie. Le 3,6 millions qui est ici, c'est lui qu'il ne faut pas le perdre. Hein? Ce n'est pas de l'exemption, c'est du report. Donc, pour être sûr de ne pas le perdre, encore une fois, on va venir le mettre en moins sur le PBR des actions. Donc, les nouvelles actions qui ont été payées 4,5, on les dessouffle. On dessouffle le PBR pour l'établir à 900 000 $. Donc, Jean, qui vient juste de s'acheter des actions 4,5 millions, des toutes neuves, les actions sont flambant neuves, 4,5 millions, ben on lui dit ou on prend en note que son PBR est de 900 000. Donc, la façon d'être sûr de retrouver notre gain, c'est en dessoufflant le PBR des nouvelles actions. Donc, vous comprenez que quand il va revendre ces nouvelles actions-là, avec un PBR abaissé de 3,6 millions, on va retrouver exactement le gain capital qu'on a reporté. Donc, la mécanique pour être sûr de retrouver tous les gains capital à chaque transaction, c'est en diminuant le PBR des nouvelles actions. Et je vous rappelle qu'il pourra faire ça autant de fois qu'il le veut. Il n'y a pas de limite. Je sais que ce n'est pas super propre à l'écran. Je sais qu'on a dit bien des choses. Mais honnêtement, tous les détails, vous allez les oublier. Ben, après l'examen, on s'entend là. Puis c'est normal. Il n'y a personne qui est obligé de retenir tous ces détails-là. Moi, la plus grande richesse que je pourrais vous laisser, là, c'est que rappelez-vous qu'un investisseur qui met son argent dans des petites compagnies canadiennes a 3 abris fiscaux. Laissez faire les dettes. Si vous pouvez partir du cours avec ça en tête, là, c'est mission accomplie. Oubliez les détails, c'est pas grave, vous retournerez dans vos livres, là, mais rappelez-vous que quelqu'un qui vend des actions de petites compagnies, si tu n'allumes pas à un moment si tu n'allumes pas comme professionnel, là, puis tu passes à côté de ces 3 affaires-là, c'est sûr qu'un des 3 va s'appliquer. Il y a tout le temps un abri fiscal qui attend un investisseur qui vend des actions de petites compagnies canadiennes. Puis vous irez voir les détails après, mais si vous gardez juste ça en tête, ça va être mission accomplie, quant à moi. Les détails, on peut les trouver dans n'importe quel bon livre d'école. Ça va? Bon, j'ai des pages plus propres qui les résument. Là, les tableaux que j'ai passés résument ces trois mesures-là. Dernière chose, avant de vous laisser aller. Comment on traite un montant qui est payé pour clause de non-concurrence? Juste pour vous mettre dans le contexte, si vous avez un vendeur d'entreprise, d'accord, disons un pharmacien qui vend sa pharmacie, un Jean Coutu par exemple, ok? Imaginez que vous avez un vendeur ici qui vend à gros prix les actions dans sa pharmacie. Il est très probable que dans le monde des affaires, l'acheteur, le nouveau pharmacien, le jeune, admettons le vieux pharmacien qui prend sa retraite, il vend les actions de sa pharmacie à un jeune pharmacien tout jeune puis tout ambitieux. C'est très possible que le jeune pharmacien demande au vieux pharmacien, après la vente des actions ou en même temps,
de signer une clause de non-concurrence. Je pense que vous savez c'est quoi une entente de non-concurrence. C'est de faire signer par contrat le vendeur pour qu'il s'engage à sortir du marché. Tu demandes au vendeur de ne pas opérer après la vente, de ne pas se partir une nouvelle pharmacie dans un rayon de 100 km à la ronde pendant, par exemple, 10-15 ans. Puis c'est normal. Moi, si j'étais un jeune, puis j'achète une pharmacie à gros prix, la dernière chose que je voudrais voir, c'est quoi? C'est mon vendeur qui, le lendemain, se part une nouvelle pharmacie en face. Moi, je vais avoir payé le gros prix pour une pharmacie, puis la clientèle ne suivra pas, parce que le pharmacien va s'en partir une nouvelle, le vendeur, puis il va garder sa clientèle dans sa nouvelle pharmacie. C'est un non-sens de payer un gros prix, surtout dans les entreprises de service. Dans les entreprises de service, la clientèle est très fidèle à la personne. Fait que les comptables, les ingénieurs, les dentistes, tout ça, la clientèle, les dentistes surtout, t'es fidèle pas au nom, au dentiste lui-même. Fait que si un dentiste vend son cabinet ou un pharmacien puis s'en repart un autre à côté, c'est sûr que la clientèle va rester. Fait que pour éviter ça, tu dis à ton vendeur, moi je suis prêt à te payer à gros prix ta pharmacie, mais je veux que tu signes une clause de non-concurrence. Tu ne pars pas de pharmacie pendant 10 ans dans un rayon de 100 km, par exemple. Le vendeur risque de dire, t'as raison, mais ça se paye ça. Tu veux m'empêcher, moi, le vieux pharmacien, de faire la seule chose que je sais faire dans la vie. Tu veux m'empêcher de gagner de l'argent comme pharmacien. Je peux bien m'engager à ça, mais ce ne sera pas gratuit. Fait que ça se monnaie, ça aussi. Donc, en bout de ligne, si on fait une histoire courte, imaginez que le vendeur, dans la transaction, reçoit 2 chèques. Il reçoit un chèque pour la vente de ses actions, puis il reçoit un chèque pour avoir signé une clause de non-concurrence. Pour fin de discussion, admettons 400 000 piastres disons 4 millions plutôt. Un beau chèque de 4 millions pour la vente des actions, puis un 100 000 de plus pour la clause de non-concurrence. OK, venez avec moi, on va faire le rapport d'impôt du vendeur. Comment on traite ça, une vente d'actions? C'est pas une question piège. Gain capital, hein? C'est assez simple. Avec un abri fiscal, un des 3 abris fiscaux sera disponible, j'imagine. Comment on traite ça, un chèque de 100 000 piastres reçu en échange d'une signature de clause de non-concurrence? Vous voulez des choix de réponse? Je le savais. Je vais bien vous en donner des choix de réponse, vous les connaissez. On a nos choix de réponse. Ce 100 000 $-là, c'est-tu du revenu d'emploi? Non. Ben non, c'est pas ton employeur qui t'a donné ça. C'est-tu du revenu d'entreprise? Ben non, il n'y a pas d'entreprise qui t'a donné ça. C'est-tu du gain capital? Ben non, tu n'as pas vendu d'immobilisation. Ben, croyez-moi ou pas, au début des années 2000, c'est un vide juridique. Croyez-le ou pas, au début des années 2000, le ministère des Finances est tombé de sa chaise en se rendant compte qu'ils n'ont pas pensé à ça. Et pendant 2 ans environ, là, il n'y avait pas moyen d'imposer ça parce que ce n'était pas prévu à nulle part. Non imposable. Au début des années 2000, là, le ministère des Finances s'est rendu compte qu'il n'avait pas prévu ça, puis que devant les faits accomplis, il n'était pas capable de le coller à aucune des sources de revenus qu'il a là. Fait que pendant 2 ans, là, on a vu des vendeurs de pharmacie encaisser des chèques de non-concurrence, des chèques comme ça en échange d'une signature d'une clause de non-concurrence libre d'impôt. Qu'est-ce que le monde s'est mis à faire, tu penses? Un fou d'une poche? 4 millions ici est imposable, 100 000 il n'est pas imposable. Qu'est-ce qu'on s'est mis à voir? L'inverse. Le monde se mettait à vendre leur pharmacie très peu cher, puis des immenses chèques de clauses en échange de signer des clauses de non-concurrence. Ça s'est mis à s'inverser. Puis on voyait des prix de transaction de plus en plus bas sur les actions, puis de plus en plus haut ici. Il y avait vraiment un vide juridique. Ça a été corrigé en 2004, je pense. On l'a le traitement maintenant. Donc on a mis l'article 56 dans la loi qui dit pour le vendeur, le monsieur, là, il faut mettre ça à 3A, autres revenus. Donc maintenant, on le connaît, le traitement fiscal, autres revenus. Donc, ce n'est pas du revenu d'emploi, ce n'est pas du revenu d'entreprise, mais on l'a inséré dans les autres revenus. Pour le payeur, par exemple, pour le jeune pharmacien qui a fait le chèque de 100 000, ça prend une reconnaissance, ça prend un PBR dans quelque chose. Qu'est-ce que tu as acheté pour 100 000? Tu as acheté à la paix, tu me diras, mais tu le mets sur quoi le 100 000? Fait que la question miroir se pose. On fait quoi avec l'acheteur qui, lui, a fait un chèque de 100 000 pour
donner au vendeur. Fait qu'on a aussi statué là-dessus. L'effet miroir pour l'acheteur. Finalement, on dit, si tu as acheté les actions, rajoute ce chèque-là à ton PBR d'actions. Donc, dans le fond, le PBR des actions pour mon jeune pharmacien, ça va être la somme des deux chèques. Le 4 millions plus le 100 000. Fait qu'on va avoir un PBR de 4 millions 100 000 sur les actions. On le rajoute au PBR des actions. Et quelle serait l'autre façon d'acheter une entreprise si on n'achète pas les actions? Il y a deux façons d'acheter une entreprise. On peut acheter la coquille ou on peut acheter le contenu. Une autre façon d'acheter une pharmacie, c'est de dire, je ne les achète pas tes actions, je vais acheter ton contenu. Je vais acheter tous tes actifs, puis je vais ramasser tous tes passifs. Puis je vais me créer, moi, une autre coquille, puis je vais aller mettre ça dedans. C'est une vente d'actifs. Donc, on peut acheter des actions ou on peut acheter des actifs. Si on achète les actifs, le 100 000 $, on ne peut pas le mettre sur le PBR des actions. Il n'a pas d'actions. Tu n'as pas acheté d'actions. Donc là, ton 100 000, il va devenir une immobilisation admissible. Vous vous rappelez le fameux sujet 3, là, le fameux compte dégressif 7 % là, dans lequel on met des intangibles? Bien, acheter au prix de 100 000 $, pas acheter, c'est pas le bon terme, payer 100 000 $ dans ce cas-là pour une signature de clause de non-concurrence, MCIA, le fameux 7 % dégressif. On va aller mettre ça dans ce compte-là et on va l'amortir 7 % dégressif. Donc voilà, c'est le traitement maintenant qui est légiféré depuis 2004 puis qui est beaucoup plus logique. Oui? C'est quoi la différence entre le contrat de non-concurrence et le goodwill? L'achalandage, c'est un actif qui appartient à la compagnie. Ça veut dire que la compagnie, comme on avait discuté la semaine passée, l'entreprise, en plus de ses actifs tangibles, elle a une bonne réputation, une liste de clientèle fidèle, un trademark qui est populaire, un bon spot dans le centre d'achat, etc. Ça appartient à la compagnie. Puis ça, indépendamment de qui opérerait la compagnie, le goodwill, il est là. Autrement dit, peu importe qui serait l'actionnaire, le goodwill, il appartient à la compagnie, puis il sera toujours là. Alors que ça, c'est pas du tout la même chose. Moi, ça, c'est un document où je dis à un vendeur, je te demande de t'engager par contrat à rester assis chez vous pendant 10 ans. Le vendeur, il dit, moi, j'aime ça faire de la pharmacie, j'aime ça être pharmacien. Ben, je te demande de signer un contrat où tu t'empêches de faire ça. Le goodwill, c'est un vrai actif. C'est un vrai actif qui a une valeur, qui est dans l'entreprise. Alors que ça, c'est la contrepartie qu'il faut que tu donnes à quelqu'un pour qu'il accepte de s'asseoir chez lui et ne plus opérer de pharmacie. D'autres questions? Ça me fait notre sujet 4, donc n'hésitez de grâce, tardez pas à avancer vos problèmes et solutions du sujet 4. La semaine prochaine, je vous rappelle, on fait 1h30 de contenu. Et après la pause à 10h, c'est l'étude de cas évaluée. C'est bon? Bonne semaine tout le monde.